Moi, je travaille sur la ludification. Je vais me mettre près de l'ordi parce que j'aurai besoin de manipuler certaines choses. Alors, un petit peu d'étymologie. Avec ludo, on a le jeu, et ludification, c'est l'idée de transformer en. Donc, étymologiquement, ludifier voudrait dire transformer en jeu. Par contre, dans l'usage, ça veut dire quelque chose d'un peu plus précis. D'abord, on a bien la distinction entre le jeu d'un côté et la ludification, puisqu'avec les jeux, l'ensemble de l'application est un jeu, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des contenus pédagogiques et que ce soit un jeu sérieux, alors qu'avec la ludification, seulement certains éléments sont inspirés des jeux. Ensuite, sur l'axe vertical, on distingue l'utilisation des jeux et des jouets. Le jeu, par définition, est une activité qui va avoir un but précis et un ensemble de règles à respecter pour atteindre ce but. Alors qu'avec le jouet, là, l'artefact qu'on manipule peut se bouger librement. Le but est d'explorer les interactions possibles avec cet objet. S'il y en a qui étaient là parmi vous il y a 2 ans et se souviennent, j'avais montré l'exemple d'un escalier qui avait été transformé en piano. Une marche blanche, une noire, avec des capteurs de pression reliés à des haut-parleurs et des notes de piano. Et toutes les personnes qui remontaient du métro évitaient l'escalator pour emprunter l'escalier, pour s'amuser à voir ce que ça fait de marcher sur un piano géant. Là, on est clairement dans l'exemple du jouet. Côté informatique, le playful design, c'est par exemple si on va utiliser des objets en 3 dimensions ou si on va choisir des interfaces tactiles pour manipuler l'environnement informatique. Et la ludification, c'est donc des éléments qui vont faire émerger des mécaniques de jeu. Alors il y a des grands classiques de la ludification, les badges, les étoiles, les coupes, faire gagner des médailles quand l'utilisateur accomplit quelque chose, les barres de progression. Mais au-delà de ces grands classiques, faire de la ludification, ça demande aussi de la créativité. Et je me suis dit que le meilleur moyen de vous le montrer, c'était de jouer. Alors, est-ce que la souris fonctionne? Ouais, en bas à gauche. Ok. Oui, je veux bien que tu le mettes sur le grand écran. C'est bon, hein. Je vais dupliquer sur vraiment en plein écran, ici. On va dupliquer. Alors voilà, je vais essayer de tenir le micro de la main gauche, vous parler et jouer de la main droite. Et je vous présente, ouais mais c'est avec le clavier, je vous présente Give Up. Give Up, c'est ce qu'on appelle un jeu de plateforme. Dans les jeux de plateforme, classiquement, l'utilisateur contrôle un petit personnage vu de profil dans un monde en 2 dimensions qui doit aller de plateforme en plateforme jusqu'à trouver la sortie du niveau. La particularité des jeux de plateforme par rapport à d'autres, c'est que l'accent est mis sur l'habileté du joueur à contrôler son personnage. Ce qui ne va pas être le cas par exemple dans des jeux de réflexion, même s'ils peuvent eux aussi présenter, voilà, je fais 2 choses en même temps, même s'ils peuvent aussi être en 2 dimensions, les jeux de réflexion. Voilà. Donc là, c'est vrai que je commence à mourir pas mal, beaucoup, ouch. Ça commence à être un petit peu sale autour. Ce n'est pas uniquement parce que je suis un homme qui essaie de faire 2 choses en même temps, mais parce que le jeu est vraiment difficile. Enfin, j'ai commencé depuis 56 secondes, moins d'1 minute depuis le début du jeu. Déjà, je dois éviter des pics, éviter des bombes qui tombent du ciel, et je me fais tirer dessus par 2 canons et un laser. Donc, là, voilà, comme je suis mort 10 fois dans le niveau, on va regarder une autre particularité du jeu. Autre chose que sa difficulté, c'est ce gros bouton abandonner. Je pense que vous le voyez parce qu'on ne voit que ça, ce bouton Give Up. Alors, on va aller regarder ce qui se passe si on clique dessus. Est-ce qu'on a bien le son? Ça, c'est le son que je vous ai épargné. Donc, on vous dit, c'est pas grave, tout le monde peut pas être gagnant, c'était un bon essai,
Gagner, c'est pas tout, après tout. Give Up, une histoire d'échecs et de regrets. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je retourne sur ma présentation. Alors ça, c'est dur quand même à vivre, à voir. Quand les gens présentent Give Up, généralement ils disent « Ce jeu fait tout pour vous faire abandonner ». C'est vrai, il a l'air impossible, le bouton abandonner est énorme. Quand on vous abandonnez, on vous dit que c'est pas grave. Mais d'une manière assez ironique quand même, assez dure. Et ce que veut dire cette fin humoristique, c'est que abandonner, c'est un choix fort. C'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Et ce jeu, selon mon interprétation, ne cherche pas à vous faire abandonner, mais vous cherche à persévérer et à aller jusqu'au bout, même s'il est extrêmement difficile. Donc, à partir de là, si vous avez suivi le début, on ne va pas transformer le projet Voltaire en jeu de plateforme. On va aller regarder la fenêtre de révision intensive qu'on a pu voir déjà plusieurs fois dans cette matinée, qui apparaît quand l'utilisateur est un peu en difficulté sur une règle. Il a 3 phrases pour lesquelles il doit dire si elles sont correctes ou incorrectes, et faire éventuellement une mauvaise réponse, et le système lui dit il faudrait mieux faire 3 bonnes réponses. À partir de là, il peut réessayer ou sortir. Et là, on a changé le mot sortir, on a mis j'abandonne. On a testé ça sur 2 groupes de collégiens. Dans un cas, ils avaient réessayé ou sortir, dans l'autre cas, ils avaient je m'accroche ou j'abandonne. L'action est la même, les termes sont différents. Le résultat, c'est que en regardant combien de fois ils se sont entraînés sur les 3 phrases, on est sur une moyenne de 2 passages pour le premier groupe contre 2,6 sur le deuxième groupe. Et ça a un impact direct en termes d'apprentissage, puisque au début, 2 tiers des élèves quittaient alors qu'ils étaient en échec sur les 3 phrases, alors que maintenant, 54%, plus de la moitié des élèves réussit les 3 phrases de suite avant de sortir de la pop-up, avant de dire explicitement « j'abandonne ». Ça se retrouve aussi sur la phrase qui suit une fois que la pop-up est fermée, où on est passé de 53% à 58% de réussite. Voilà l'impact d'un mot sur l'apprentissage. Alors maintenant, deuxième partie, je vais passer sur quelque chose de beaucoup plus exploratoire qui est le sujet de ma thèse. La problématique qu'on a posée il y a 2 ans, déjà plus, 2 ans et demi, sur la thèse, c'est celle de la diversité des types de joueurs. Elle a été mise en évidence par plusieurs chercheurs. Certains considèrent qu'il y a 4, 5 ou même 7 types de joueurs. Je vais vous présenter simplement les 3 plus classiques qui reviennent régulièrement. Il y a le compétiteur. Je m'excuse d'avance pour les termes anglais nombreux que je vais utiliser, c'est difficile de tout traduire. Donc lui, on l'appelle parfois killer ou conquéror. Donc voilà, la compétition, c'est assez clair. Ensuite, le socializer, c'est quelqu'un qui aime aussi le multijoueur, mais plus pour l'aspect interaction sociale, collaboration, que pour la compétition. Et le dernier type, on l'appelle l'achiever, c'est quelqu'un qui cherche absolument des tâches à compléter, qui veut arriver à 100% dès qu'il a commencé quelque chose. Le meilleur moment de sa journée, c'est quand il coche la dernière case de sa liste de choses à faire et qu'il se dit « ça, c'est fait ». Alors, vous avez de la chance, comme on est en retard, je vais vous épargner tous les détails sur le modèle d'adaptation. Simplement dire qu'on s'est inspiré d'un modèle d'adaptation pédagogique qui adapte les exercices en fonction du niveau de compétence des apprenants et que nous, on va dévier un peu ce modèle pour faire de l'adaptation de fonctionnalités ludiques en fonction du profil cognitif, pas cognitif du coup, du profil de joueur de l'apprenant. On a organisé une expérience, puisque c'est de la recherche. On s'est basé sur une typologie de joueurs qui s'appelle BrainX, basée sur des études sur le fonctionnement du cerveau. Chaque type de joueur est en fait associé à un neurotransmetteur. Par exemple, l'achiever, c'est la dopamine. Et on a utilisé 5 fonctionnalités dans le projet Voltaire. Vous connaissez les étoiles, le tableau de score pour l'aspect plus compétition. On nous a présenté aussi ce matin les astuces mémotechniques qui sont
pour l'aspect casse-tête, mais aussi l'aspect social. Donc c'est deux fonctionnalités qui ont commencé à faire apparaître la dimension interaction entre utilisateurs dans le projet Voltaire qui n'était pas présente du tout au début. Et deux autres prototypes, un personnage qui explore la montagne pour un type qui s'appelle Seeker, qui est une personne qui souhaite explorer les mondes, et un chronomètre pour stresser un peu l'utilisateur, mettre un peu de rythme pour les types de joueurs qu'on appelle Survivor et Daredevil. Pour les utilisateurs, on est passé par la page Facebook du projet Voltaire. Merci encore à Eric au passage pour l'accès à cette communauté. Ça nous a permis d'avoir en peu de temps un très grand nombre d'utilisateurs intéressés et participants. Alors évidemment, la page du projet Voltaire, c'est beaucoup de personnes intéressées par l'écrit, par l'orthographe. Ça a peut-être un lien avec le fait qu'on a près de 80% de femmes dans nos participants. Allez savoir. Les résultats. On a composé 3 groupes d'utilisateurs. Pour le premier groupe, d'une centaine d'utilisateurs, on a donné les 2 fonctionnalités censées être les plus adaptées à leur profil. Les membres du deuxième groupe avaient 2 fonctionnalités contre-adaptées, c'est-à-dire celles qui étaient les plus éloignées de leur profil de joueur. Et enfin, les membres du troisième groupe n'avaient aucune fonctionnalité ludique dans le projet Voltaire, même pas les étoiles. Et toutes ces personnes ont eu un accès libre au projet Voltaire pendant 3 semaines. La première variable qu'on a étudiée, c'est le temps passé pendant ces 3 semaines. Les membres du groupe A ont passé en moyenne 2h36 sur le projet Voltaire, alors que ceux avec les fonctionnalités contre-adaptées y ont passé 1h55. C'est une différence statistiquement significative. Ça veut dire qu'il est montré qu'elle n'est pas due au hasard. Juste A, C, S, hein, c'est A comme adapté, C comme contre-adapté, et S comme... Sans fonctionnalité. Sans fonctionnalité, voilà. Voilà. Voilà, alors là, je ne vous cache pas que cette découverte-là, c'était un grand soulagement parce que exactement 2 ans après le début de la thèse, c'était la première preuve qu'on a eue d'un réel lien entre la personnalité des joueurs et leur comportement. Et donc, faire cette thèse sert à quelque chose. On a aussi proposé un questionnaire de motivation aux étudiants à la fin de l'expérience. Parmi les concepts, il y a la motivation donc intrinsèque, extrinsèque. Il y a un concept qui s'appelle la motivation L''A motivation. Elle est associée dans le questionnaire à des items du type je vois pas très bien ce que ça m'apporte cette activité, je suis pas sûr que je le referai. Donc, une plus haute valeur en A motivation correspond en réalité à une motivation plus basse. On a pour le groupe A comme adapté une valeur autour de 5 contre 6 pour ceux qui avaient des fonctionnalités contre-adaptées. C'est là encore un écart significatif et une preuve que l'adaptation des fonctionnalités a un impact positif sur la motivation. Avoir des fonctionnalités contre-adaptées semble même avoir un impact négatif par rapport au fait de ne pas ludifier l'environnement. Alors, il y a une précision que je n'ai pas donnée sur le temps tout à l'heure, c'est qu'on a le même temps passé chez les groupes C et S. Ça veut dire que si je vous donne un tableau de score à vous, alors que vous n'êtes pas compétitif, ça aura un impact nul, comme s'il y avait... Pas compétiteur. Pas compétiteur. Exactement. Merci. Compétiteur. Enfin, on a demandé aux utilisateurs s'ils avaient apprécié les fonctionnalités qu'ils ont eues. Sur une échelle de 1 à 7, donc j'ai trouvé ça amusant, un peu beaucoup à la folie. Les utilisateurs qui avaient des fonctionnalités adaptées ont donné une moyenne de 4,6 et contre-adapté 4,7. Là, il ne faut pas chercher si c'est significatif, c'est la même valeur. Ça peut être déroutant. Ce que ça signifie, c'est que certes, il y a des fonctionnalités qui vont être adaptées au profil des utilisateurs et influencer leur comportement, mais c'est indépendant du fait que l'utilisateur appréciera ou pas cette fonctionnalité. Et ça, c'est important pour la manière dont on travaille derrière. Ça veut dire que si on veut savoir ce qui plaira à l'utilisateur, ce qui va le motiver, on ne peut pas simplement lui présenter les fonctionnalités et dire qu'est-ce que vous choisissez.
parce que le choix qu'il fera, parce que ça me paraît plus amusant, ça me paraît plus facile à utiliser, et bien c'est pas nécessairement le choix qui va derrière l'encourager à s'entraîner plus. Voilà, je vais passer ces résultats. J'arrive à ma conclusion. En partant donc d'un profil réel de l'utilisateur, on peut proposer des fonctionnalités adaptées, mais ce profil a été établi à partir d'un questionnaire. Et en réalité, on ne peut pas raisonnablement attendre de tous les utilisateurs qu'ils passent un questionnaire de personnalité avant de commencer à s'entraîner. C'est pourquoi on est en train de chercher d'autres méthodes à partir du comportement de l'utilisateur dans le projet Voltaire pour connaître son profil. Et pour ça, on est à la recherche de participants. Alors, il y a un profil assez précis, c'est-à-dire qu'il faudrait des populations qui puissent atteindre 100 ou 200 personnes, qui puissent être inscrites sous 1 à 2 semaines. Donc si vous pensez pouvoir avoir accès à des populations de ce type, on pourra en parler après. L'idée, c'est du coup donner cette version expérimentale du projet Voltaire à une population pour participer à cette expérience. Donc l'expérience se passe en 3 phases. Il y a un petit formulaire, un questionnaire de 5 minutes qui va permettre de définir le profil de l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur va se servir du projet Voltaire pendant environ 3 semaines. Et à la fin de l'utilisation du projet Voltaire, il y a un autre questionnaire de 5 minutes justement pour mesurer la motivation et le ressenti utilisateur. Et de ça va permettre de valider les options faites. Et là, en fait, dans cette version-là, c'est la phase 3 de l'expérience. Et il y a un moteur qui a été implémenté, une première version, qui s'adapte en temps réel à l'apprenant et qui va lui proposer en temps réel des fonctionnalités qui lui correspondent ou qui va lui enlever des fonctionnalités qui ne lui correspondent pas. Donc là, on est en phase 3. Et le but, en fait, final, c'est on a déjà un moteur d'intelligence artificielle, un moteur d'ancrage mémoriel dans le projet Voltaire pour s'adapter au niveau pédagogique, au niveau cognitif à l'apprenant. Et la thèse de Baptiste, le but de la thèse, c'est de développer un deuxième moteur d'intelligence artificielle qui, là, s'adapte en temps réel et lui propose des ajouts fonctionnels et des ajouts ludiques en temps réel en fonction de son profil d'utilisateur. Donc il y a un prototype de ce moteur qui a été implémenté, qui va être expérimenté cet été sur une population cible. Donc si vous connaissez une population d'étudiants ou en entreprise qui veut participer à ça sur juillet et août, ça prend 3 semaines. Ça va être lancé sur juillet plutôt, parce que la thèse se finit fin novembre. Donc le but c'est qu'après Baptiste puisse travailler sur les résultats et puis soutenir sa thèse sur la fin d'année. Donc vous n'hésitez pas à revenir vers Baptiste, vers moi, vers Pascal, si vous pensez que vous connaissez, vous directement ou indirectement, une population d'utilisateurs qui ne connaissent pas le projet Voltaire et qui voudront en bénéficier. Donc tout ça est bien sûr entièrement gratuit, et en bénéficier pendant 3 semaines pour l'expérience, et en fait on le laisse à disposition pendant 3 mois après pour les personnes qui veulent continuer à s'en servir et progresser. Donc c'est fonctionnellement, les personnes vont progresser de la même façon avec le projet Voltaire expérimental qu'avec le projet Voltaire classique, sauf qu'ils auront accès à des nouvelles fonctionnalités et qu'il y a tout un tas de traces qui sont sur le serveur qui vont permettre de définir le profil de la personne, le profil de joueur, et du coup d'analyser par la suite, que Baptiste puisse analyser tout ça. J'ai juste un mot de conclusion, c'est préciser que ça c'est de la recherche publique. Il y a beaucoup de thèses qui sont comme ça financées par des entreprises et beaucoup d'entreprises font le choix de garder les travaux de thèse secrets, de restreindre les publications, l'accès à la soutenance. Et c'est pas du tout le choix qui a été fait par le projet Voltaire. Ça me permet de publier ces travaux-là, d'aller en parler dans des conférences à la communauté de chercheurs. Peut-être qu'un jour, des gens s'inspirent de ces travaux sur comment faire de l'habilitation et peut-être même dans 2, 3 ou 10 ans, que d'autres environnements fassent de l'habilitation adaptative. Et donc ça, c'est grâce au Triplet qui a pris la décision de laisser ça public, et j'ai l'occasion de vous remercier pour ça. Et là, Baptiste revient du coup de Madrid. Il était au congrès mondial sur l'EIH, donc tout ce qui est e-learning, à Madrid. Il était il y a un mois à Dublin. Et Maroc, Agadir. Ah non, à Agadir. À Agadir, il a eu des félicitations. Ses travaux de recherche sont très suivis maintenant au niveau mondial, on peut le dire. Donc il fait un travail remarquable là-dessus. Et on espère que les résultats à la fin de la thèse